Bien, mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans cette configuration du conseil municipal. Heureux d'accueillir également le public ici même qui va suivre nos débats, ainsi que celles et ceux qui, derrière leur écran, vont suivre ce conseil municipal. Je propose donc à la Benjamine de l'Assemblée, Manon Stienne, de faire l'appel des conseils municipaux, s'il vous plaît. Legrand Jean-François. Présent. Berker Anne-Sophie. Présente. Bavkop Laurent. Présent. Legrand Margot. Présente. Knokar Léon. Présent. Vanout Cathy. Présente. Gombert Frédéric. Présent. Morel Régine. Présente. Delayen Sylvain. Stienne Manon présente. Langlard Charles. Présent. Bardel Marie-Laure. Présente. Speter Simon. Deledic Patricia. Saufré Pierre. Présent. Mignot Christine. Brioul Olivier. Présent. Questelot Hélène. Chandiou Maxime. Fogarty Laetitia. Dumez Stéphane. Présent. Mersdam Catherine. Le Sage Jean-François. Jean-Christophe, pardon. Fallait que j'en fasse une. Boisdin Léa. Trottin Karine. Duburuc Christian. Van Méris Nathalie. Tiberghien Alain. Declerc Sarah. Merci Manon. Donc le quorum est atteint sans aucun souci. Je propose donc en préambule de ce conseil tout d'abord d'adopter le compte-rendu de notre réunion du 7 avril dernier. Y a-t-il des remarques? On peut donc considérer comme ce compte-rendu adopté. Pas de souci. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Quelques points à l'ordre du jour en information et propose de commencer par une bonne nouvelle, puisque Houpline est à nouveau lauréate de la semaine nationale Vivons en forme, et je laisse le soin donc à Anne-Sophie Berker de vous donner cette information. Merci Monsieur le maire. Alors en effet, la ville d'Houpline a remporté le trophée de la semaine Vivons en forme, une distinction qui vient saluer et valoriser l'engagement de notre commune dans une démarche nationale. Le programme Vivons en forme est un dispositif qui accompagne les collectivités dans la mise en place d'actions de prévention santé autour de l'alimentation, de l'activité physique, du bien-être, en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux. Cette reconnaissance vient récompenser le travail mené à Houpline en faveur du lien entre les générations, puisque cette année, le thème de la semaine Vivons en forme était l'intergénérationnalité. Elle souligne également notre volonté de créer des espaces de rencontre. Elle permet de lutter contre l'isolement et d'encourager les initiatives partagées entre les aînés et les jeunes. Je tiens à saluer l'engagement de nos agents de la collectivité et puis Madame Mouron-Sabrina qui pilote la politique de santé pour la ville, ainsi que le travail transversal et quotidien des agents et partenaires impliqués dans cette dynamique, puisque c'est un vrai travail de transversalité au sein de la collectivité. Pour finir, j'adresse toutes mes félicitations à tous les agents et aux gens qui ont permis et participé à poursuivre et amplifier nos actions en faveur du bien-être des habitants. Merci. Merci Anne Berker. Alors, je rappelle que nous étions déjà lauréats en 2024, si ma mémoire est bonne. Ça fait toujours plaisir que d'être récompensé sur le travail fourni. Je propose également de vous faire un petit tour de calendrier des événements de juin à septembre. Et là, la parole va être donnée à la fois à Anne-Sophie Berker, à Cathy Vanout, mais également à Sylvain Delayen, pour vous faire état des nombreuses manifestations à venir jusqu'à la période de septembre.
Alors c'est donc moi qui reprend la parole. On va aller dans l'ordre chronologique. Alors on va commencer avec la fête de la musique dans le cadre des belles sorties de la métropole européenne de Lille. Donc c'est un dispositif auquel la ville adhère qui permet de recevoir et d'accueillir des spectacles, du théâtre ou encore des animations autour de la culture. Donc nous accueillerons sur la Grand Place, à la fête de la musique, place de la République, le dimanche 21 juin dès 18h30. En première partie, un groupe qui s'appelle Lieutenant Cobb. Alors c'est harmonica, batterie, basse et guitare, une voix habitée et du blues rock musclé avec des chansons qui vont faire plaisir aux oreilles. On aura une petite interlude avec notre DJ Jean-Marc et puis on va recevoir, grâce à l'aéronef et à la métropole européenne de Lille, un artiste qui s'appelle Matt Vante, qui est roubaisien. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a un univers musical qui mêle l'énergie, la sensibilité, des influences pop actuelles et une forte dimension live portée pour le partage avec le public. Je tiens à signaler particulièrement que si on a dans la salle ou si on a chez nos spectateurs des fans de The Voice, Matt Vante était cette année, dans l'édition 2026, candidat dans l'équipe de Florent Pagny. Il est allé jusqu'en demi-finale et c'est donc lui qui viendra à Houplines cette année pour la fête de la musique. Voilà, donc un temps fort convivial pour animer le centre-ville, festif, gratuit, ouvert à tous, avec un bar qui sera tenu par une association, mais aussi des food trucks pour se restaurer. Le 21 juin, on passe du coup au 28 juin. Alors cette fois-ci, et toujours dans le cadre des belles sorties métropolitaines, mais plutôt été, on va accueillir le collectif Renard, qui est un collectif de graffeurs qui gravite sur la métropole lilloise. Et à la plaine de loisirs, on va passer l'après-midi dans un thème qui s'appelle Ride and Graph. Donc on va accueillir des graffeurs professionnels qui vont venir avec les habitants mettre en place des graphes sur le skatepark qui est là aujourd'hui. On va avoir un mini village artistique où tout le monde pourra s'essayer à la calligraphie, à la customisation, et on pourra assister aussi en direct à des démonstrations de graphes réalisées par des artistes de la région. Il y aura également un espace de street basket, une buvette qui viendront compléter cet après-midi récréatif. Surtout aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y aura un DJ. Donc voilà, l'ensemble de ces animations sont ouvertes à tous, gratuites. Et pour la suite des animations estivales, je vais laisser la parole à ma collègue Cathy. Merci Anne-Sophie, donc bonsoir à tous. Donc en ce qui concerne les animations estivales, donc on aura le 14 juillet. Donc ça commencera vers 16h30 avec des jeux gonflables sur le parvis des petits poussés. À partir de 19h, il y aura des food trucks et une buvette pour se restaurer. Et entre 20h et 22h, on aura toujours sur le parvis, il y aura une fanfare donc, qui s'appelle Rizzle Jungle, avec ce qu'on appelle un concert en déambulation. Donc c'est 5 musiciens professionnels qui vont détourner et malmener, j'ai envie de dire, des morceaux de la chanson française, des musiques de films, swing et groove populaires. L'objectif est simple, c'est faire rire, faire danser et faire chanter, etc. Et on terminera donc avec le feu d'artifice vers 22h45, donc avec un nouvel artificier, je le précise. Ensuite, on aura le samedi 25 juillet. Donc, comme vous savez, depuis quelques années, la ville met à disposition un bus gratuit pour emmener des Houplinois et Houplinoises à la mer. Donc, cette année, ça sera à Gravelines, Grand-Fort-Philippe. Donc, départ vers 9h devant la mairie pour un retour vers 18h. Je précise que c'est sur inscription, donc en bibliothèque, souvent début juillet. Bon, j'ai pas encore les dates précises, mais souvent c'est les deux premières semaines de juillet. Et pour terminer, le samedi 29 août, devant la mairie, vers 21h30, on aura donc le cinéma de plein air. Cette année, le film choisi, c'est Karate Kid, la légende. Donc, c'est comme d'habitude, il y aura des transats à disposition, mais si vous en avez, ramenez les vôtres, parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Et il y aura certainement des food trucks. Voilà, donc toutes ces informations seront bien entendu sur les sites de la ville et également dans le BMI de début juillet. Voilà, je passe maintenant la parole à Sylvain. Merci Cathy. Une information complémentaire pour vous rappeler que ce samedi 6 juin, de 8h30 à 12h30, se déroulera la seconde édition du Savoir rouler à vélo. Je remercie d'ores et déjà les agents de notre police municipale, les services sport jeunesse, actions éducatives, nos animateurs sportifs et nos coordinatrices périscolaires pour l'organisation de cet événement. Merci également aux élus et bénévoles qui vont jalonner le parcours
et le sécuriser. Un merci tout particulier aux enfants du Conseil des jeunes qui participent également à l'animation, ainsi qu'un remerciement pour l'association du tennis de table dont 5 membres vont participer à l'organisation de l'animation. J'en appelle à la vigilance des automobilistes puisque cette animation prévoit potentiellement 60 enfants qui vont circuler dans nos rues, donc avec un itinéraire qui empruntera les rues Musy, Féderbe, Carnot, Brune, Henri Matisse, Paul Cézanne, Roger Salengro, Liberté et Thiers, avec un point de départ au niveau du parking de la salle Amandine Henry. Je vous remercie. Merci pour l'ensemble de ces informations. Oui, M. Tiberghien. Simplement pour rajouter qu'il y a aussi de nombreuses manifestations associatives, notamment l'Open de tennis qui démarre ce week-end pour 15 jours, et également un tournoi U15 de football le 13 juin contre le racisme. Voilà, c'est tout. Y a-t-il d'autres manifestations associatives? On y est. Sinon, merci pour ces précisions. Hein, c'est les kermesses d'école. Effectivement, tout est indiqué dans le B. Les fêtes d'école, etc. La dernière page du BMI s'y emploie. Bien, une nouvelle un peu moins réjouissante que celle que l'on vient d'apprendre dans ces points d'information. J'ai été prévenu par le recteur d'académie, donc M. Olivier Côté, de la fermeture de 2 classes à l'école Jean-Jacob, une à l'école maternelle, l'autre à l'école élémentaire pour des raisons d'effectifs. Ces fermetures, elles étaient latentes depuis quelques années dans nos écoles et notamment sur Jean-Jacob, avec toutefois une précision, et je souhaite qu'on reste effectivement éveillé là-dessus, c'est que le directeur académique précise qu'un comptage sera effectué en septembre, si toutefois nous avions un surcroît d'inscription, notamment à l'école maternelle. Il n'est pas exclu une réouverture de classe, en tout cas pour cette section maternelle. Je le dis parce qu'on l'a déjà vécu par le passé à l'école du Bourg avec une fermeture de classe à l'école maternelle, et on a eu cette fois-ci d'ailleurs, comme la dernière fois, une forte mobilisation de notre inspectrice de la circonscription, que je tiens à remercier, donc Madame Turpin, qui défend bec et ongle sa circonscription. Mais là, ici, c'était vraiment plus que tangent sur la fermeture. Néanmoins, elle sera présente début septembre à la rentrée pour faire cette évaluation et, le cas échéant, si d'aventure nous avions des inscriptions supplémentaires, faire une demande de réouverture. Alors, j'ai pas reçu ce courrier de façon sec, entre guillemets. J'avais été prévenu au préalable par justement cette inspectrice de circonscription qui a eu l'amabilité de me prévenir. Voilà. Y a-t-il des remarques, Monsieur Brioul? Oui, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, chers collègues, je souhaite profiter de cette information pour apporter mon soutien à l'ensemble de l'équipe éducative de l'école Jean-Jacob. Je m'exprime aujourd'hui en tant que conseiller municipal, mais aussi en tant que parent d'élèves, président de l'amicale laïque et ancien élève de cette école. Cette proximité avec l'école me permet de constater chaque jour l'engagement des enseignants et de l'ensemble des personnels au service de nos enfants. L'annonce de la fermeture des 2 classes, pour des raisons de baisse d'effectifs, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, suscite naturellement des inquiétudes. Une école ne se résume pas à des chiffres. Derrière les effectifs, il y a des enfants, des parcours différents, des besoins particuliers et des professionnels investis qui accomplissent un travail remarquable. Je tiens donc à saluer publiquement leur professionnalisme, leur dynamisme et leur implication. J'espère également que la situation de l'école Jean-Jacob pourra être réexaminée avec toute l'attention qu'elle mérite. Notre commune prépare déjà son avenir à travers notamment le projet des franges industrielles dont la première phase débutera fin 2026 et prévoit déjà la réalisation de 73 logements. Même si leurs effets sur les effectifs scolaires ne seront pas immédiats, ce projet témoigne d'une dynamique de développement qu'il convient de noter. Il nous appartient collectivement de préparer l'avenir de notre école et d'offrir aux enfants les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Aussi, Monsieur le maire, lors du dernier conseil d'école auquel j'ai pu assister, plusieurs travaux et aménagements concernant l'école avaient été annoncés. Est-ce que les fermetures de classes vont remettre en cause ces aménagements et ces travaux? Merci.
Non, je vous rassure, ce qui a été annoncé en conseil d'école, notamment sur l'école élémentaire, la fermeture ne remet pas en cause, en tout cas, les travaux nécessaires qui sont à faire à l'école Jean-Jacob, donc bien évidemment. Oui, monsieur Tiberghien. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, conseillers municipaux, vous avez inscrit à l'ordre du jour de ce conseil la fermeture de classe au sein du groupe scolaire Jean-Jacob dans la rubrique Information. J'aurais préféré, je l'avoue, voir ce sujet apparaître dans la rubrique Action, tant cette décision mérite une attention particulière de notre commune. Même si chacun connaît les difficultés qu'une ville peut rencontrer pour se faire entendre auprès d'une institution centralisée comme l'éducation nationale, cela ne doit pas nous conduire à la résignation. Je répète je vous signale quand même que je ne dis pas que vous êtes résigné. Vous venez d'en parler, donc pas de souci. Une fois de plus, c'est une logique purement comptable qui semble l'importer. La baisse démographique est une réalité que nul ne peut ignorer. Elle est là et tout indique qu'elle pourrait encore s'accentuer dans les années à venir. Sans même entrer aujourd'hui dans une analyse approfondie, cette situation traduit un climat de morosité et d'inquiétude quant à l'avenir de notre pays. L'occasion était pourtant belle de tirer parti de cette baisse démographique pour réduire les effectifs par classe et améliorer les conditions d'apprentissage de tous les élèves. Certains diront sans doute, à mon époque, nous étions 40 par classe et cela se passait très bien. Mais c'est méconnaître profondément la réalité scolaire d'aujourd'hui. Les dispositifs d'inclusion se développent, c'est très bien. Les enseignants accueillent désormais davantage d'enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Cela implique une nécessaire différenciation des apprentissages. Par ailleurs, les difficultés de concentration, les fragilités sociales, psychologiques font que les troubles des apprentissages apparaissent de plus en plus tôt. Les enseignants doivent faire face à des situations bien plus complexes qu'autrefois. Améliorer le climat scolaire, c'est permettre une différenciation des apprentissages plus efficace, un meilleur suivi des élèves, des relations plus apaisées avec les familles. Bien former les adultes de demain ne doit pas rester un simple slogan. Cette école, située dans un quartier populaire, a la chance d'avoir une association de parents d'élèves et une amicale laïque dynamique. Sachons les soutenir dans leurs besoins et leurs demandes. Merci. Oui, écoutez, sur le fond, on ne peut que souscrire à vos propos, bien évidemment, mais il est des chiffres qui sont parfois implacables. Aujourd'hui, on est entre 17 et 19 élèves par classe. Avec la fermeture, on arrivera à 22, 24 élèves par école. Je ne dis pas que les 17 et 19 ne sont pas confortables. Il y a l'école Jean-Jacob, on connaît les difficultés et d'ailleurs, de manière permanente, on soutient l'équipe éducative et j'imagine que ça vous est reporté de façon très, très régulière. Mais là, effectivement, c'était difficilement, en tout cas défendable, entre guillemets, sur le fond. On prend acte, en tout cas, de ces fermetures. Moi, je veux toujours laisser une porte ouverte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui méritent d'être portés quand ils sont justes et quand on sait qu'on peut faire basculer, en tout cas, la tendance. Si, effectivement, de manière systématique, on va contre les fermetures de classe, on finit par ne plus être écouté et plus être crédible. C'est pourquoi, effectivement, on avait ardemment défendu le maintien à l'école du bourg, non pas parce que c'est l'école du bourg, comme j'ai pu l'entendre, mais tout simplement parce que, effectivement, c'était très tangent en termes de nombre d'élèves et ça se jouait à 2-3 élèves. Et puis, ce qui était scandaleux aussi à l'époque, et l'inspectrice l'avait largement reconnu, c'est que les classes Ulysse n'avaient pas été comptabilisées. Donc, fort de cela, nous étions mobilisés. Moi, je préfère effectivement être crédible dans la mobilisation et revenir en septembre, voir l'inspectrice, avoir un dialogue construit et constant avec elle. J'ai confiance dans le travail qu'elle peut mener, et surtout la manière dont elle peut porter en tout cas les écoles qui sont sous sa responsabilité. Moi, je lui fais confiance pour effectivement... on a tous l'espoir de revoir une réouverture assez rapide à Jean-Jacob, avec les éléments d'ailleurs qui ont été
apporté par M. Brioul, puisque l'extension de la commune va se faire non plus côté bourg, mais bien côté route demain, et que cette école va donc accueillir forcément de nouvelles familles et de nouveaux élèves. Donc voilà, on espère que c'est un creux de vague et qu'effectivement nous pourrons très rapidement retrouver une dynamique sur ce groupe scolaire Jean-Jacob. Je propose de rentrer dans les délibérations, donc affaires générales. Tout d'abord, sur une première délibération qui vous propose donc d'acter le fait, les modalités d'exercice en fait du droit à la formation des élus. Nous sommes en début de mandat et c'est un droit, effectivement, les élus doivent avoir accès à un certain nombre de formations, et en ce début de mandat, il est important qu'on puisse la passer rapidement, cette délibération. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver justement les orientations qui vous ont été proposées. On ne va pas faire une formation au basket, je vais être caricatural, mais bien évidemment des formations qui ont trait au rôle d'élu, et donc nous les avons listés comme suit. Donc sur les fondamentaux du mandat, statut et rôle de l'élu, la gestion administrative locale, la laïcité, la déontologie, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, la sécurité, les pouvoirs de police et responsabilité. Ensuite, un deuxième item sur les finances locales, la commande publique et pilotage budgétaire communal. Un troisième sur les compétences municipales et politiques publiques locales. Un quatrième sur le développement et aménagement du territoire, transition, écologie. Sur la responsabilité juridique, déontologique et prévention des conflits d'intérêts. Et puis, on a ajouté, pour être un peu plus large et pas être trop restrictif dans les demandes de formation potentielle, toute formation en lien direct avec l'exercice du mandat municipal. On vous propose ainsi, pour acter cette délibération et lui donner un fondement, d'ajouter des crédits, un crédit budgétaire de 2 400 €. On propose d'inscrire au budget 2026, et vous verrez que sur la partie finances, nous aurons une décision modificative, puisque le budget ayant été voté sans effectivement cette inscription de 2 400 € de formation des élus, nous aurons une DM à passer. Y a-t-il des remarques là-dessus? Pas de souci. Oui, un trop tard. Une simple intervention. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la formation des élus est un droit indispensable qui vise à renforcer nos compétences pour exercer efficacement notre mandat et répondre aux enjeux du territoire et aux besoins des habitantes et des habitants. Oui, être élu municipal implique de nombreuses responsabilités, et la formation permet d'éviter les erreurs, de mieux comprendre la loi et enfin d'être opérationnel. Se former, c'est agir et réussir son mandat. Aussi, Monsieur le maire, soyez assurés que le groupe Poupeline vers un autre avenir participera à des formations qu'elles auront choisies, et nous ne manquerons pas alors de revenir vers vous afin de valider la convention avec l'organisme qui nous dispensera cette formation. Nous votons bien évidemment pour cette délibération. Je vous remercie. Pas d'autres interventions. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables à cette délibération sur le droit à la formation des élus? Unanimité, je vous remercie. Une délibération corrective, je vais l'appeler comme ça, qui concerne les délégations données au maire. C'est une délibération qu'on passe en début de mandat, chaque début de mandat depuis de nombreuses années. Le contrôle de légalité nous a demandé des précisions sur cette délibération, notamment sur les délégations qui sont données, et souvent c'est de fixer des limites tarifaires. Bon, voilà, puisque nous avions indiqué, comme nous l'avions fait en 2014, en 2020, en 2008, nous avions fixé dans les limites fixées par le conseil municipal. Le contrôle d'égalité estime que ce n'est pas assez précis et nous propose de rectifier cette délibération en fixant des limites. Alors je vous propose non pas de relire les 30 délégations que nous avions déjà lues à l'occasion du conseil d'installation, mais de préciser les articles qui vont changer. Donc sur ces délégations, sur le deuxième article, il était indiqué de fixer dans les limites fixées par le conseil municipal. Là, on propose de fixer dans la limite de 500 € les tarifs des droits de voirie de stationnement de dépôt temporaire. Sur le troisième alinéa, de procéder dans la limite de 400 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements. Là également, la précision n'était pas indiquée de la sorte. Ensuite, sur le 15e alinéa,
d'ajouter donc dans cet article qui correspond effectivement sur une délégation sur le droit d'urbanisme, d'ajouter pour les opérations d'acquisition de terrain ou de bâtiments dans les zones définies du plan local d'urbanisme où ce droit peut s'exercer. Là encore, c'est une précision qui nous est demandée par le contrôle de légalité. Sur le 16e alinéa d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de préciser tant en demande qu'en défense, ainsi que pour déposer plainte et se constituer partie civile pour le compte de la commune devant toutes les juridictions, qu'elles soient administratives, judiciaires ou pénales nationales, étrangères, européennes, en premières instances, et pour l'exercice de toutes les voies de recours aux procédures incidentes, le maire est également autorisé à transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Sur l'alinéa 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, là également dans une limite fixée à 10 000 €. De réaliser des lignes de trésorerie, non plus sur la base fixée par le conseil municipal, mais sur la base d'un montant maximum de 400 000 €. 21e alinéa, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la mesure où le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce ou de l'artisanat de proximité. Cette précision-là n'était pas inscrite dans l'alinéa 21. Or, nous avons aussi un périmètre de sauvegarde du commerce, notamment sur le secteur de la rue Victor Hugo. Ensuite, l'alinéa 22, là également sur le droit de priorité défini aux articles L 240-1, L 240-3 du Code de l'urbanisme, avec un maximum d'achat de 200 000 €. Cette précision n'était pas non plus affichée. 26e alinéa, de procéder pour les opérations dont les crédits ont été inscrits au budget primitif communal. Ce qui est indiqué là, c'est les opérations dont les crédits ont été inscrits au budget primitif communal et non plus fixés par le conseil municipal. 27e alinéa, d'exercer au nom de la commune le droit prévu de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 75 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, et on y est ajouté sans restriction. D'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public. Chacun de ces titres correspond à une créance irrécouvable d'un montant inférieur à un seuil de 100 €. Là également, précision de la somme. 30e alinéa, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions et de fixer ces frais dans la limite de 200 € par an. Je crois que c'était le dernier. Effectivement. Donc vous avez une délibération aujourd'hui qui vous est proposée au vote, qui reprennent donc ces différentes précisions qui nous ont encore une fois été demandées par le contrôle de légalité lorsque nous avons envoyé la précédente délibération. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non, pas de remarques. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Donc, unanimité, je vous remercie. Une délibération qui a été corrigée aujourd'hui même, parce qu'elle n'était pas assez précise, en tout cas, permettait le doute, en tout cas dans sa rédaction. Il s'agit des transferts des pouvoirs de police spéciale au président de la métropole européenne de Lille. Donc de façon assez automatique, le président de la métropole européenne de Lille est concerné par un certain nombre de transferts de pouvoirs de police qui incombent au maire, et les conseils municipaux peuvent s'opposer au transfert et non pas choisir les compétences qu'ils pourraient transférer au président de la métropole. Or, la délibération initialement écrite, elle était dans ce sens, en disant nous on conserve tel ou tel pouvoir de police et on transfère le reste. Non, on doit s'opposer au transfert des pouvoirs de police qui seraient automatiquement dévolus à la MEL si on ne délibérait pas, en précisant quels sont lesquels que l'on laisse à la métropole. Il y a en matière de défense extérieure contre l'incendie, en matière de circulation et de stationnement sur les routes intercommunales situées hors agglomération, des pouvoirs de police qui sont définitivement, de toute façon, dévolus, transférés au président de la métropole. C'est fait partie du Code général des collectivités territoriales. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de s'opposer donc à ces pouvoirs de police spéciale sur les différents
axes qui vous sont proposés et de n'y mettre que l'assainissement, étant le pouvoir de police du maire, à la collectivité, à l'intercommunalité, donc à la métropole européenne de Lille. Donc s'opposer au pouvoir de transfert de police suivant sur la collecte des déchets ménagers, sur la circulation de stationnement dans le cadre des voiries à l'intérieur des agglomérations, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitations de taxis, sur la publicité et sur la sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine. Ça va, c'est clair? Ça n'enlève rien à la compétence, parce que je me posais... c'est une délibération qu'on passe une fois tous les 6 ans, donc forcément on l'a pas en tête au quotidien. Je me posais des questions notamment sur les compétences déchets ménagers, mais il faut séparer la compétence qui est métropolitaine des pouvoirs de police du maire, notamment sur les dépôts sauvages. Bon, le président de la métropole, j'ai bien essayé, mais ne souhaite absolument pas récupérer, en tout cas, les pouvoirs de police sur les dépôts sauvages de ces 95 communes, et on peut le comprendre. Voilà, mes chers collègues, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Écoutez, nous passons au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc, à ces transferts, à cette opposition de transfert de police? Unanimité, je vous remercie. Bien, nous allons maintenant passer aux différentes nominations, élections dans les différentes... adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons donc, en ce début de mandat, à adopter le règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons 6 mois pour le faire dès l'installation du conseil. Je vous avais annoncé que je souhaitais qu'effectivement, avant la période estivale, nous soyons, entre guillemets, en ordre de marche, et que l'on puisse s'appuyer sur un règlement à partir de la rentrée de septembre. C'est ce pourquoi nous vous avons envoyé aux uns et aux unes et aux autres un projet de règlement intérieur qui s'appuie forcément sur le Code général des collectivités territoriales, sur les cadres législatifs qui nous sont imposés et qui permettent aussi la cohérence de ces règlements intérieurs dans toutes les communes de France et de Navarre, avec néanmoins quelques latences quand c'était possible. Nous avons eu un retour des unes, des uns et des autres, et vous avez reçu donc le règlement intérieur tel qu'il vous est proposé aujourd'hui. Je vous propose, à moins que vous souhaitiez que nous le lisions entièrement, d'en faire grâce à la fois à l'Assemblée délibérante, mais également à celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui dans cette salle, et celles et ceux qui nous suivent sur écran, si effectivement c'est effectif. Non, apparemment c'est compliqué ce soir. Bon. Vous avez donc un sommaire qui récapitule les différents éléments que constitue ce règlement intérieur, donc sur la réunion des conseils municipaux, sur les commissions municipales, sur la tenue des séances du conseil municipal, sur la présidence de ces conseils municipaux, sur les règles du quorum, sur le secrétariat de séance, la publicité de séance, la police de l'Assemblée, sur les débats, les votes des délibérations, sur tout ce qui anime un conseil municipal en fait, et qui permet de cadrer la manière dont nous organisons les différents débats. Et puis on termine avec les comptes rendus des débats et des décisions, ce que nous avons voté en préambule de ce conseil, un procès-verbaux compte rendu. Et puis également un dernier chapitre sur plutôt ce qu'on appelle dispositions diverses, c'est-à-dire les désignations, ce qu'on va faire après sur les organismes extérieurs, les dispositions relatives au bulletin municipal d'information, notamment sur la page qui est dévolue aux élus, et puis à l'expression des élus, et puis sur les éventuelles modifications et applications du règlement. Voilà ce que très succinctement je pouvais vous dire. J'imagine que vous l'avez toutes et tous lu. Y a-t-il des remarques? Oui. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Madame la DGS, je souhaitais déjà vous remercier de nous avoir donné en amont du Conseil la possibilité de travailler et d'amender du coup le projet de règlement intérieur qui est soumis au vote ce soir. Alors il y a une petite coquille que je voulais signaler quand même dans la rédaction de l'article 3, en fonction des réponses que j'avais reçues en amont, c'est concernant la dernière phrase. Il y a une répétition du « soit ».
qui avait été remplacée par un « et ». Je peux vous la lire ou je ne sais pas si je vous la retransmets par mail dès demain. L'article 3 est la dernière phrase, oui. Elle est adressée par écrit au domicile des conseillers et par voie dématérialisée. C'est ce que j'avais reçu en tout cas dans la proposition du projet. Et aujourd'hui, on retrouve, alors je suis très bête, je ne l'ai pas ouvert. Alors, ce que vous avez reçu, puisque j'ai les mails sur les yeux, hein, vous en doutez bien, il y a une coquille, effectivement. Elle est adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux, okay. Sauf s'ils font le choix d'une autre adresse, et par voie voilà. Okay. Et là, on a le soit, si vous voulez. D'accord. Voilà. C'est noté. Merci. Et excusez-moi. J'avais une deuxième intervention. Et pour poursuivre, donc notre groupe souhaite représenter un amendement que nous vous avions transmis qui concerne l'article 22 du règlement intérieur à propos de la suspension de séance. Dans un esprit constructif, nous n'aurons probablement jamais besoin d'avoir recours à cet article, mais dans un esprit démocratique, nous souhaitons qu'il soit rédigé comme tel. La suspension de séance est décidée par le président. Lorsqu'elle est demandée au nom d'un groupe, elle devient de droit, plutôt que l'actuelle proposition qui indique lorsqu'elle est demandée au nom d'un groupe, elle sera soumise au vote. Voilà, je vous remercie de prendre en compte cette demande d'amendement. Alors, ce n'est pas une disposition qui relève du CGCT, en fait. Hein. Effectivement, c'est une proposition que vous nous faites. On vous a fait donc une réponse là-dessus, hein, que l'on maintient. Donc, la suspension de séance est décidée par le président de séance lorsqu'elle est demandée au nom d'un groupe. Elle sera soumise au vote. Donc, soumise au vote de l'Assemblée, ou bien au président de fixer la durée des suspensions de séance. Propose voilà, ce qui ne nous empêche pas d'être intelligents et de vous écouter. Hein. Je pense que j'ai jamais refusé la parole à qui que ce soit, ni d'étudier les demandes, quelles qu'elles soient. Hein, mais un règlement, voilà, il se doit d'être applicable et appliqué. Y a-t-il d'autres remarques, mis à part le soleil qui gêne Laetitia? Je propose de passer au vote et donc d'adopter ce règlement intérieur de notre conseil municipal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité? Sous réserve que l'amendement soit accepté, évidemment. Vous n'avez pas mis au vote l'amendement? Ah bah, je peux le mettre au vote, mais ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Si vous, on peut le faire mécaniquement. Hein. Donc, alors, quels sont celles et ceux qui souhaitent conserver l'amendement proposé par Mme Trottin? Simon, tu peux, hein? Très bien, qui s'y oppose? Voilà, et donc deuxième délibération, quels sont celles et ceux qui sont favorables donc à ce règlement intérieur de notre conseil municipal? Et ben voilà, unanimité, je vous remercie. La coquille, elle n'est pas dans le... Bien, nous passons à la création des commissions permanentes et désignation des membres. Donc, on vient de voter le règlement intérieur de notre conseil municipal, hein, qui stipule également en son sein la création de ces commissions. Donc, vous avez été voilà, information qu'effectivement nous proposions 4 commissions. D'abord pour avoir des commissions qui soient des commissions qui se tiennent. Hein. On ne va pas multiplier à l'infini parce qu'après il faut être aussi présent dans ces commissions. J'ai connu des conseils municipaux ou en tout cas des mandats où on avait 12, 13 commissions. C'était parfois laborieux de les rassembler sur une année. Pour ça, je vous propose 4 commissions de travail. Ces 4 commissions, donc, comme expliqué donc, dans le règlement intérieur, vous avez une commission extérieure ville pour tous, donc une commission des ressources de l'administration
l'administration générale et de la communication, une commission Ville à vivre, commission des services à la population, de l'animation et des affaires culturelles de la vie associative, une commission Ville de demain, commission de l'aménagement, de l'économie, du patrimoine, du développement durable et des transitions, et enfin une commission Ville solidaire, commission de l'action sociale, de l'emploi, de l'insertion, du logement dégradé. Ces commissions, elles nous servent à travailler en amont des conseils et différents sujets, parfois d'élaguer des sujets un peu complexes avant qu'ils ne soient présentés, ou pas d'ailleurs, pas tous l'objet de délibération, au conseil municipal. Vous avez vu qu'il était proposé, en tout cas c'est indiqué ainsi dans le règlement intérieur, 9 membres qui siégeront donc chacune d'entre elles, 6 membres issus de la majorité et 3 membres issus du groupe d'opposition. Et comme il est effectivement d'usage, sont considérés comme membres de droit le maire, les adjoints et les conseillers délégués de l'ensemble de ces commissions. Donc hors maire adjoint et conseillers délégués, je vous ai proposé donc de faire des propositions pour ces différentes commissions. Oui. Est-ce qu'on peut simplement rappeler la ville de demain, parce que dans certains documents, il n'y a pas le détail. Je viens de le faire. Commission de l'aménagement, de l'économie, du patrimoine, du développement durable et de la transition. Vous n'avez pas ? C'est dans le règlement intérieur. D'accord. En tout cas, c'est dans le règlement intérieur. Comme vous l'avez tous lu, je ne suis pas inquiet. Première commission, donc commission des ressources de l'administration ville pour tous, donc propose les candidatures de Catherine Mersdam, Marie-Laure Bardel, Manon Stienne, Léa Boisdin, Maxime Chandiou, Stéphane Dumay. Et donc vous proposez 3 élus donc. Alors du coup, ce sera moi-même, Karine Trottin, Alain Tiberghien et Sarah Declercq. Pas de soucis sur ces désignations. Unanimité, je vous remercie. Nous passons à la deuxième commission, commission des services à la population Ville à vivre. Donc, propose Laetitia Fogarty, Patricia Deledic, Hélène Questelot, Olivier Brioul, Régine Morel et Jean-Christophe Lesage. Suivi de Karine Trottin, Alain Tiberghien et Christian Dubruck. Merci. Troisième commission, commission du développement durable, la transition ville de demain, Catherine Mersdam, Régine Morel, Stéphane Dumay, Simon Spetters, Léa Boisdin, Manon Stienne. Il y avait 4 commissions, ça faisait 12 sièges. Excusez-moi, Karine Trottin, Christian Dubruck et Nathalie Van Meurice. Et enfin, merci. Et enfin, quatrième commission, commission des solidarités ville solidaire, action sociale, emploi, logement dégradé, Laetitia Fogarty, Marie-Laure Bardel, Patricia Deledic, Olivier Brioul, Pierre Saufray et Simon Spetters. Suivi de Karine Trottin, Sarah Declercq et Nathalie Van Meurice. Je vous remercie. Pas de soucis sur ces commissions. Donc, vous avez bien noté les présences des uns et des autres au sein de ces commissions. Vous recevrez bien évidemment les convocations ad hoc en fonction de la représentativité de ces dites commissions. Alors nous avons un train, on peut l'appeler comme ça, un train de désignation qui va suivre. Et nous allons faire exercice pour l'ensemble de ces désignations. La prochaine délibération est constituée à la création d'une commission communale pour l'accessibilité et désignation des membres représentant le conseil municipal. Cette commission communale d'accessibilité a pour but de dresser déjà d'une part l'état d'accessibilité de nos bâtiments, nos espaces publics, du transport, et d'évoquer tout sujet autour effectivement du handicap, de l'inclusion, etc. On propose d'avoir une représentation de 6 personnes élues, mais également de 3 personnes issues d'associations ou d'organismes représentant des associations, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, proposition de 2 personnes, de 2 représentants des acteurs économiques. C'est important aussi que dans le monde du travail, on ait aussi 2 représentants et 2 représentants d'autres usagers de la ville, ce qui nous fait une commission à 14 personnes, plus le maire qui en est le président ou son représentant, donc une commission de 15 personnes. Nous, en ce qui nous concerne, ce soir, nous avons à désigner donc 6 personnes, donc 5 personnes pour la majorité et 5 personnes suppléantes, et donc un titulaire pour l'opposition et une personne suppléante. Alors, en titulaire, on propose Olivier Brioul, Maxime Chandiou, Léon Knocard, Anne-Sophie Berker et Charles Langlard, et en suppléant Christine Mignot, Laetitia Fogarty, Pierre Saufray, Patricia Deledic et Frédéric Gombert. Le groupe Oupline vers notre avenir vous propose Christian Dubruck comme titulaire et Sarah Declercq comme suppléante. Très bien, merci.
Délibération suivante, désignation des membres de la commission d'appel d'offres et d'adjudication. Il s'agit d'une commission qui se réunit à l'occasion, effectivement, d'études de marché public. C'est une CAO, elle est obligatoire dans le code des marchés publics, et nous avons donc à désigner là également un certain nombre de titulaires et de suppléants. Il s'agit donc là de 4 titulaires et de 4 suppléants. Je vous propose les désignations en titulaire de Pierre Saufré, Catherine Mersdam, Léon Knocard, Patricia Deledic, et en suppléant Stéphane Dumay, Anne-Sophie Berker, Olivier Brioul et Christine Mignot. Auxquels s'ajouteront Karine Trottin en poste de titulaire pour le groupe Oupline vers un autre avenir et Christian Dubruck en suppléant. C'est parfait. Le CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique. Il s'agit donc effectivement de la cause animale et notamment de ce qu'on appelle la fourrière métropolitaine. Nous avons donc un titulaire, une ou un titulaire à proposer et un suppléant ou une suppléante. Propose donc que la commune soit représentée par le Charles Langlard, qui représentait déjà la commune sur le mandat précédent, et en suppléante Christine Bignot, également sur ce CIVU. Je ne sais pas si vous voulez proposer quelqu'un ou non, sinon... Si, bien évidemment. Du coup, ce sera Sarah Declercq qui sera titulaire pour le groupe d'opposition et Nathalie Van Meurice en suppléante. Oui, alors là, il n'y a qu'un poste de représentant au CIVU. Non, si, au CIVU. Il n'y a qu'un poste de représentant, un titulaire et un suppléant. Donc on peut passer au vote. Je respecte votre proposition. C'est en cas de vote. Vous pouvez proposer. Oui, vous pouvez proposer, oui. Il y a un vote après. On comprenait que comme sont proposés groupe Oupline vers notre passion commune, un titulaire, un suppléant, groupe Oupline vers un autre avenir, un titulaire, un suppléant, on comprenait qu'en effet on aurait la possibilité de siéger. Non, c'est pour le formalisme de la délibération. C'est simplement, voilà, vous pouvez faire une proposition, on passe au vote, on décide de qui est représentant. Mais il est bien précisé dans le corps de la délibération qu'il s'agit bien d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant parmi ses membres. Vous proposez donc les candidatures ou pas? Oui, non. On passe au vote pour le... Eh bien, écoutez, quels sont celles et ceux qui sont favorables aux représentants désignés par Oupline vers un autre avenir? J'imagine que vous êtes favorables. Après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, quels sont celles et ceux qui sont favorables aux représentants désignés par Oupline, notre passion commune? Voilà, donc on acte Charles Langlard comme titulaire et Christine Mignot comme suppléante. Nous avons ensuite désignation des représentants de la commune d'Oupline au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance des communes d'Armentières-Oupline, La Chapelle-l'Armentière. Là également, il est proposé de fixer à 2 le nombre de représentants titulaires pour la commune d'Oupline et de désigner également 2 représentants suppléants. Donc je propose là ici sur CISPD, que j'espère va se réunir, parce que sur le mandat précédent, il s'est réuni une fois, je crois, en tout début de mandat. Propose donc les candidatures en titulaire de Jean-François Legrand et Sylvain Delayen, qui est donc notre adjoint en charge de la sécurité, mais aussi également notre représentant de défense. Et puis en suppléant, donc Pierre Saufré et Charles Langlard. Vous souhaitez proposer des candidatures également? Également pour Alain Tiberghien en titulaire et Karine Trottin en suppléant. D'accord, on va passer au vote. Donc, quels sont celles et ceux qui sont favorables aux candidatures de Oupline vers un autre avenir? Que 2. Ça n'a pas levé franchement la main. Je vais répéter, quels sont celles et ceux qui sont favorables à la candidature de Oupline vers un autre avenir? Donc vous 4, j'imagine. Ah mais il faut lever la main. Après, vous faites ce que vous voulez, vous savez, je ne veux pas vous forcer la main. Quels sont celles et ceux qui sont favorables aux candidatures d'Oupline, notre passion commune? Voilà, nous actons donc les candidatures que je viens de citer.
Ensuite, le CCID, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Nous avons une liste de 32 noms à proposer. Et effectivement, ensuite, charge au... je ne sais pas qui d'ailleurs, charge à l'État de choisir donc dans cette liste de 32, 8 membres qui siégeront au sein de ce CISPD. Proposer donc effectivement une liste de 32 noms que vous avez de 16 titulaires et de 16 suppléants que vous avez annexés à votre délibération. Donc en titulaire, Léon Knokar, Cathy Vanout, Pierre Saufray, Jean-Christophe Lesage, Léa Boisdin, Sophie Berker, Patricia Deledic, Sylvain Delayen, Manon Stienne, Charles Langlard, Marie-Laure Bardel, Simon Spetter, Christine Mignot, Olivier Brioul, Maxime Chandiou, Hélène Castelot. Et en suppléant, Laetitia Fogarty, Stéphane Dumay, Catherine Mersdam, Laurent Bavkop, Frédéric Gombert, Margot Legrand, Régine Morel, Karine Trottin, Christian Dubruc, Nathalie Van Méris, Alain Tiberghien, Sarah Leclerc, Thomas Figard, Sophie Schwartz-Hopp, Ludovic Mariage et Martine Béclin. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, au nom du groupe de l'opposition, je souhaite intervenir concernant ce projet de délibération relatif à la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Comme le rappelle fort bien la note de synthèse, cette commission joue un rôle crucial dans notre fiscalité locale, notamment sur l'évaluation des valeurs locatives des logements et des locaux professionnels. Le document souligne d'ailleurs, et c'est surligné avec pertinence, l'obligation pour les commissaires de posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés. La loi impose de proposer une liste double de 32 noms pour que le directeur régional des finances publiques puisse ensuite désigner 8 commissaires titulaires et 8 suppléants. À la lecture de la liste que vous nous soumettez ce soir, nous comprenons que plusieurs personnes proposées étaient soutiens ou sur votre liste de campagne, mais ne siègent pas au sein de ce conseil municipal. Puisqu'il faut 32 noms et nous sommes 29, si la loi le permet pour des contribuables locaux, l'expression de l'opposition élue ne doit pas pour autant être gommée. Afin de garantir un pluralisme démocratique et de s'assurer que la voix de l'ensemble des Ouplinois soit entendue, notre groupe de l'opposition demande officiellement à occuper des places, donc la 14, 15 et 16 de cette liste, à raison de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Pour les titulaires aux places 14, 15 et 16, nous proposons d'intégrer Karine Trottin, Christian Dubruc et moi-même, Nathalie Van Meurice. Pour les suppléants, aux places 14, 15 et 16, nous proposons de positionner Alain Tiberghien, Sarah Declercq et Christophe Lemaire. Si cette proposition d'intégration de l'opposition aux places 14, 15 et 16 est acceptée par votre majorité, nous voterons pour cette délibération. Dans le cas contraire, nous serons contraints de voter contre. Je vous remercie. Bon, si mes collègues ne voient pas d'inconvénient effectivement à ce qu'on accède à votre demande, on trouve légitime. Vous savez, on nous réclame 32 noms sur cette liste et comme vous l'avez si bien dit, ils seront, alors, je ne sais pas comment effectivement, ils seront ensuite choisis. Mais c'est ainsi. Propose donc, à moins qu'il y ait une opposition des membres de la majorité, mais d'accéder à votre demande donc sur les 14, 15 et 16. Oui, et sous réserve. et sous réserve. Alors, et sous réserve qu'effectivement, ensuite, on n'en a plus la main. On envoie les 32 noms. Ça vous convient? Oui. Je veux bien que madame répète les noms. Si vous pouviez répéter les noms pour qu'on puisse les inscrire. Pour les titulaires. Alors, donc, pour les titulaires, Karine Trottin, Christian Dubruc et moi-même, Nathalie Van Meurice. Et pour les suppléants, donc pareil, Alain Tiberghien, Sarah Declercq et Christophe Lemaire. Oui, avec un D, oui. C'est noté. Pas d'objection? Oui, de facto, oui. Et Hélène n'est pas là, donc elle laisse. Les absents ont toujours tort. Bien, propose de passer... Oui, on va retravailler le tableau. Du coup, forcément, il y a des décalages. Mais oui.
propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc, à ce nouveau tableau? Je vous remercie. Alors, délibération suivante, désignation des représentants du Conseil de la Commission communale des impôts directs, c'est fait, pardon, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLECT de la métropole européenne de Lille. Bon, à chaque fois que vous avez transfert de charges entre une commune membre de la métropole ou la métropole vers les communes, vous avez donc une commission locale d'évaluation des charges qui se réunit pour justement évaluer l'impact sur la commune ou sur la métropole de ces différentes charges. Je vous propose donc, alors, elle se réunit quand besoin en fait. J'ai souvenir qu'on a dû se réunir 3-4 fois sur le précédent mandat à l'occasion notamment de l'intégration des communes, des nouvelles communes de la métropole. Sinon c'est assez stable en ce qui concerne cette commission locale d'évaluation des charges. Propose donc les candidatures de Jean-François Legrand, donc ma candidature et celle d'Anne-Sophie Berker en qualité de suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures sur cette CLECT? Non. Propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables à ces deux candidatures? Unanimité, je vous remercie. Nous poursuivons nos désignations avec les représentants du conseil municipal amenés à siéger au conseil d'administration du collège Salengro. Donc là également, nous avons à proposer 2 titulaires et 2 suppléants. Sur le mandat précédent, nous avions 2 titulaires et un suppléant d'ailleurs, pour pallier au cas où l'absence d'un des deux. Je vous propose donc les candidatures de Christine Mignot en sa qualité donc de conseillère déléguée aux affaires scolaires, Stéphane Dumay et en suppléant donc Laetitia Fogarty. Bon, sur la délibération précédente, en fait, les représentants étaient déjà nommés et rédigés sur la délibération. Oui. Donc, on n'a pas prévu de donner d'autres noms. Sur toutes les autres délibérations, en effet, puisqu'il y avait la possibilité d'ajouter des noms, nous y sommes attachés. Et donc, pour la question du collège, le conseil d'administration du collège, on souhaiterait nommer Christian Dubruc en titulaire et Alain Tibérien en suppléant. Nous allons donc passer au vote. Quels sont ceux qui sont favorables donc aux candidatures proposées par Oupline vers un autre avenir? Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc aux candidatures proposées par Oupline Notre Passion Commune? Donc nous actons ces candidatures. Merci. Ensuite, nous avons désignation des délégués chargés de représenter la commune au sein du conseil d'administration de l'association Emploi-Formation de la Vallée de la Lys et de la Flandre intérieure, l'AEFVLFI. Nous avons donc à proposer donc 2 titulaires et un suppléant au sein de ce conseil d'administration. Propose donc nous les candidatures en titulaire de Léon Knocard, Patricia Deledic et en suppléant de Frédéric Gombert. Avez-vous une proposition de candidature également à faire? À nouveau, monsieur le maire, évidemment. Donc, en titulaire, je propose ma candidature, Karine Trottin, et en suppléant, Nathalie Van Meurice. Et là également, nous passons au vote. Quels sont celles et ceux favorables donc, aux candidats proposés par Oupline vers un autre avenir? 4, c'est parfait. Celles et ceux favorables aux candidatures proposées par Oupline Notre Passion Commune? Nous actons donc ces candidatures. Désignation d'un représentant communal amené à siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Armentières. Là également, un titulaire et un suppléant. Je propose les candidatures d'Anne-Sophie Berker en titulaire et de Sylvain Delayen en suppléant. Oui, nous proposons la candidature de Christian Dubruc en titulaire. De Christian Dubruc. D'accord. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, à la candidature de Christian Dubruc proposée par Oupline vers notre avenir? Très bien, je vous remercie. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc candidature de Anne-Sophie Berker et Sylvain Delayen au CHA?
Je vous remercie. On acte donc ces candidatures. Nous poursuivons avec les désignations d'un représentant du conseil municipal amené à siéger au sein du conseil de vie sociale de l'ANAJ. Là également, un titulaire, un suppléant. Je propose les candidatures d'Olivier Brioul en titulaire et d'Anne-Sophie Berker en suppléante. Avez-vous des candidatures à proposer? J'imagine que oui. Ce sera celle de Nathalie Vormeris en poste de titulaire, s'il vous plaît. Très bien. Passons au vote. Celles et ceux qui sont favorables donc à la candidature de Mme Vormeris proposée par Opine vers un autre avenir. 4, c'est parfait. Celles et ceux qui sont favorables donc au candidat proposé par Opine Notre Passion Commune sont donc désignés Olivier Brioul et Anne-Sophie Berker. Ensuite, désignation des représentants de l'environnement numérique de travail. Là, il s'agit effectivement de désigner donc un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commission numérique éducatif ENT afin d'assurer sa représentation et le suivi des projets liés aux outils numériques éducatifs. Alors, l'ENT, c'est le fameux carnet de liaison qu'on a connu quand nous étions plus jeunes, aujourd'hui numérisé, et qui permet d'avoir un lien direct avec les familles. Il s'est rendu indispensable. Il était donc financé par la région. Il s'est rendu indispensable. Aujourd'hui, 90-95% des parents utilisent l'ENT. Et une fois qu'il était bien installé, la région a dit « je ne finance plus, débrouillez-vous dans les communes ». Et on finance donc aujourd'hui l'ENT, comme chaque commune d'ailleurs de la métropole européenne de Lille. Et de ce fait, nous pouvons effectivement avoir un représentant. On propose la candidature donc de titulaire de Christine Mignot et ma candidature en tant que suppléant. Ce sera à nouveau ma candidature qui est présentée sur cette délibération. Très bien. Passons au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc à la candidature de Karine Trottin donc à l'ENT? J'ai failli voter pour vous. Vous voyez, je suis pas avare de lever la main. Ça n'aurait pas changé grand-chose, je suis désolé. Ouais. Quels sont celles et ceux donc, qui sont favorables à la candidature de Christine Mignot et de Jean-François Legrand? Donc sur Opine de Passion Commune, c'est parfait. Enfin, du coup, je n'ai pas voté pour moi. Nous arrivons donc sur les représentations donc, du conseil municipal au comité de bassin GEMAPI, gestion des milieux aquatiques métropolitains de la Lys Amont. Il nous faut là également 2 représentants titulaires et je vous propose donc ma candidature et celle de Léa Boisdin donc à la GEMAPI. Le groupe Opine vers un autre avenir propose les candidatures de Nathalie Vormeris et Sarah Declercq. C'est noté. Nous procédons donc au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, aux candidatures proposées par Opine vers un autre avenir? Je vous remercie. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables aux candidatures proposées par Opine Notre Passion Commune? On acte donc les 2 candidatures de Léa Boisdin et de Jean-François Legrand. Et enfin, on arrive au bout de ces désignations avec une représentation du conseil municipal à l'agence d'ingénierie départementale du Nord, auquel nous adhérons là depuis 2023. Oui, c'est ça, 2023. Il nous faut donc un titulaire et un suppléant. Je propose donc ma candidature en tant que représentant titulaire de la commune à cette instance du département et la candidature en suppléance de Jean-Christophe Lesage. J'ai bien dit Jean-Christophe Lesage. Pas de proposition? Très bien, passons au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc à ces candidatures? Oui, non? Oui? Unanimité, je vous remercie. Bien, voilà. Nous avions en ligne de mire ce conseil de juin pour acter les différentes désignations, c'est chose faite. On va pouvoir maintenant, effectivement, à la fois siéger et démarrer nos travaux en commission. Je vous remercie. Si je veux de l'eau, oui, je veux bien. Délibération suivante, on passe sous l'item finances avec une nouveauté depuis le passage de la M57, c'est qu'effectivement nous devons adopter un règlement budgétaire et financier.
On doit prendre acte dans ce règlement budgétaire et financier d'abord du passage à l'instruction comptable M57, mais aussi également de l'application de la fongibilité, c'est-à-dire de la possibilité de faire des virements de crédit entre chapitres, ce qui n'était pas toujours le cas sur la M22, entre sections, avec une limite toutefois imposée de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Fort de ce constat a été rédigé par nos services, que je remercie d'ailleurs, un règlement budgétaire et financier, qui est un règlement type, qui s'inscrit donc en 6 chapitres, qui vous donne le cadre. Alors c'est un document intéressant d'abord, parce qu'il il vous permet de mieux comprendre la manière dont effectivement nous gérons l'aspect financier de la commune, avec le cadre juridique du budget communal, avec la manière dont nous pratiquons l'exécution budgétaire, les régies, la gestion pluriannuelle, les provisions et un 6e chapitre sur l'actif et le passif. Là également, je vous fais grâce de la lecture de ce règlement qui est extrêmement juridique, technique, et vous propose donc de passer à l'adoption, à moins que vous ayez des remarques. On y trouve les délégués globales de paiement, on y trouve les dépenses obligatoires imprévues, les opérations de fin d'exercice, etc. C'est un document très, très complet qui nous permet de mieux comprendre la gestion des finances publiques et nos obligations en termes de circuit budgétaire. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions? Je propose de passer au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc à l'adoption de ce règlement intérieur financier, budgétaire financier? Je vous remercie. Unanimité. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons une délibération corrective, puisque nous avons d'abord glissé 2 400 € de frais de formation des élus, mais également une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'approbation du compte administratif 2025 et qui explique cette délibération corrective sur l'affectation des résultats de l'année 2025. Nous ne devions pas intégrer les restes à réaliser en fait dans le résultat d'investissement, chose que nous avons fait, et il nous faut rectifier le tir avec cette délibération corrective. Donc je vous propose d'adopter cette délibération qui reprend nos dépenses de fonctionnement de 6 094 498,70 € pour des recettes de fonctionnement à hauteur de 6 883 924,40, un résultat de fonctionnement de 789 425,70, un résultat de fonctionnement reporté de l'année N-1 de 519 509,57, ce qui nous fait un résultat repris d'1 308 935 € et 27 centimes. Propose de reporter en 2026 à l'article 002 l'excédent de fonctionnement reporté la somme de 544 075,17 € et de reporter à l'article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 764 860,10 €. Ça c'est pour le fonctionnement. En ce qui concerne le résultat de la section d'investissement, nous avions un résultat de dépenses d'investissement à hauteur de 620 585,66, des recettes d'investissement en 2025 de 593 044,58 et donc un résultat d'investissement négatif de 27 541,08. Les restes à réaliser en dépenses, l'excédent de fonctionnement capitalisé, ce qu'on appelle le 1068 de 587 748,01, les restes à réaliser en dépenses de 14 069,19, le résultat d'investissement reporté de l'année -1 de moins 729 159,88, ce qui nous fait un besoin de financement de 183 022,14. Donc de reporter hors reste à réaliser, c'est la subtilité par rapport à la délibération précédente en 2026 à l'article 001 déficit d'investissement reporté, la somme de 168 952,95 centimes. Pas de remarques là-dessus. Délibération technique. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc à cette délibération corrective? Unanimité, je vous remercie. Et puis cette DM que je vous annonçais donc en début de conseil, qui concerne donc
le correctif que l'on vient de faire, vous avez un effet domino donc, qui doit être également constaté dans cette décision modificative, notamment sur les restes à réaliser qu'on n'a pas donc inclus, et sur les fameux 2400 €. Donc il vous est proposé en section d'investissement d'approuver donc cette décision modificative avec un 14 069,19 € en plus et en moins, donc en moins sur le solde d'exécution d'investissement reporté et en plus sur les autres bâtiments publics, ça c'est pour la section d'investissement, et d'ajouter donc les indemnités de frais de mission de formation des élus de 2400 € et de retirer sur les contrats de prestation de services de 1400 € pour être à l'équilibre de notre budget primitif. Pas de remarques non plus là-dessus. J'imagine, on vient d'acter les délibérations précédentes, en toute logique, on va voter celle-ci, propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui s'opposent ? Si on ne met pas un peu de piment de temps en temps, voilà, qui s'abstiennent. Oui, il fait chaud pour tout le monde. Et vous plaignez poche en costume cravate. Et quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc à cette délibération ? Unanimité, je vous remercie. Ils ne connaissent pas encore ça. Alors, dernière délibération donc dans cet item finance, c'est de m'autoriser à vendre un véhicule municipal. Il s'agit d'un véhicule pour lequel nous n'avons plus de besoin particulier, et donc de me permettre de le vendre. Ce sera une recette supplémentaire pour la commune. Ça me permet aussi de vous dire on commence à verdir la flotte automobile de la commune, et que nous avons acquis aujourd'hui un véhicule électrique au service Espace Vert qui donne entière satisfaction en tout cas aux équipes, et qui nous permet, nous, un peu à la fois, on va vendre un véhicule diesel et un peu à la fois de verdir notre flotte automobile. J'imagine qu'il n'y a pas de souci à m'autoriser à vendre ce véhicule. Donc ce sera sur l'estimatif des domaines. Et après l'estimatif des domaines, nous avons une petite marge, je ne sais plus, 10% je crois, de négociation en plus ou en moins pour la vente de ce véhicule. Unanimité, je vous remercie. Sur l'item marché public, on vous propose, pour des soucis à la fois de mutualisation et de facilitation pour nos services, et puis aussi d'économie potentielle, de faire une convention d'un groupement de commandes entre la ville d'Oupline et le CCAS, notamment sur la consultation relative aux services d'assurance. Nous avons sur nos deux établissements, ville et CCAS, le besoin de renouveler effectivement nos assurances, notamment dommages aux biens, je pense, véhicules peut-être aussi, risques statutaires, etc. Donc un train de changement d'assureurs potentiels, et donc nous faisons appel à un consultant extérieur. Ce sont effectivement des marchés assez techniques, et les marchés d'assurance aujourd'hui sont des marchés souvent très frayeux pour les communes, notamment ces dernières années. Pour toutes ces raisons, on propose de conventionner avec le CCAS et de travailler comme un accord sur ce groupement de commandes entre ville et centre communal d'action sociale. Donc on a effectivement des renouvellements d'assurance qui doivent intervenir avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre 2026. Il y a donc lieu là ici de lancer en tout cas les procédures d'appel d'offres. Pas de sujet là-dessus. Pas de souci. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc à cette convention de mutualisation? Unanimité, je vous remercie. Une délibération sous l'item de l'aménagement, urbanisme, cadre de vie, qui vous propose donc d'accepter la rétrocession d'une parcelle à l'euro symbolique. Alors j'avoue que j'avais été surpris à l'occasion donc de la vente d'un terrain à Imo France pour la construction d'un immeuble, les Satines à l'entrée du stade André Claes, est resté en marge une parcelle
qui devait être certainement contigu qui était contigu à la parcelle de la résidence des Satines et qui n'a pas été donc rétrocédée à la commune. Or, c'est une parcelle qui donne, qui était en limite du parking des Petits Poussés et qui amène au terrain synthétique et puis qui pose question aussi, notamment sur l'état de la clôture, des arbres, de qui fait quoi, en tout cas sur cette parcelle. Donc, il vous est proposé d'acquérir à l'euro symbolique cette parcelle en question, qui sera réintégrée donc au stade André Claes avec le parking attenant des Petits Poussés et dans la continuité le terrain synthétique pour régulariser en fait une cession qui n'avait pas été faite certainement à l'époque. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du projet de délibération concernant l'acceptation de la rétrocession de la parcelle 71-71 et je pense même qu'il y a 71-72. Sur le principe, notre groupe tient à saluer cette démarche. Recevoir de la part du syndic de la résidence Les Satines cet espace en RB de 1083 m² pour l'euro symbolique est une excellente opportunité patrimoniale pour la ville d'Oupline. C'est une décision de bon sens que nous soutiendrons volontiers. Sur le plan cadastral, cette parcelle bénéficie d'un emplacement privilégié. Elle est contiguë au terrain de football synthétique, proche du parking des Petits Poussés et dans l'environnement immédiat de nos écoles. C'est un secteur particulièrement vivant et fréquenté par les familles ouplinoises. Puisque ce terrain va désormais intégrer le domaine communal, nous aurions simplement souhaité en savoir un peu plus sur les perspectives envisagées. Ce bel espace offre de nombreuses possibilités. Est-il plutôt pressenti pour venir en appui des infrastructures sportives existantes, pour améliorer les aménagements autour des écoles ou pour devenir un nouvel espace de respiration pour le quartier? Notre question se veut donc tout à fait constructive. Pourriez-vous nous partager les premières réflexions ou les grandes orientations de la municipalité quant à l'avenir et à l'usage de cette parcelle? Je vous remercie. Oui, alors je vous rassure, il n'y a pas de spéculation sur la parcelle en l'occurrence. Il s'agit d'un long couloir, une parcelle qui est difficilement de toute façon aménageable ou aménagée. Le tout, c'est aujourd'hui de régulariser une situation qui est de fait, puisque nous entretenons cette parcelle. Nous avons un mur de clôture mitoyen, notamment avec un certain nombre de parcelles privées. Aujourd'hui, on a effectivement une nécessité parfois de renforcer. Il y a quelques arbres qu'il faut également entretenir. Sur cette parcelle. Et puis, comme vous l'avez souligné, c'est la prolongation du terrain synthétique. Donc, il n'y a pas de velléité particulière aujourd'hui. C'est simplement encore une fois, je vous invite à aller voir, c'est vraiment un couloir aujourd'hui qui longe à la fois le parking du Petit Poussé, c'est pas très large, et qui se poursuit jusqu'au fond du terrain synthétique. C'est simplement pour régulariser la situation aujourd'hui, d'avoir un bien qui serait un bien sans maître, entre guillemets, même si là, en l'occurrence, il est connu, puisqu'il s'agit de IMO de France, qui n'a aucun intérêt à le conserver d'ailleurs. Pour faire quoi? On ne peut pas construire un immeuble biscotte, là. Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette parcelle-là. Voilà, il n'y a pas de velléité. Non, il n'y a pas de projet là-dessus. On est en cours on en parlera certainement avec dans les questions diverses que vous nous avez fait parvenir. On est aujourd'hui en cours d'établir en fait les parcelles qui sont des parcelles communales, qui sont des parcelles privées. Il y a l'usage et il y a effectivement aussi les règles d'urbanisme, d'entretien, etc. Donc cette parcelle, on l'a remarqué à cette occasion-là, en fait. Oui, il y a deux numéros. Pas de souci là-dessus? Oui, c'est Thibert. Oui, ce terrain en question donc, est juste derrière un des deux buts du terrain synthétique. Et donc, on perd énormément de ballons là-dessus. Le club de football perd énormément de ballons là-dessus. Tout simplement parce que c'est un véritable champ d'ortie.
Et par définition, des footballeurs jouent principalement en short. Et donc, impossible, franchement, c'est impossible. Hein. Bon, j'étais même pas en short, moi, quand j'ai essayé de récupérer les ballons. Et je peux vous dire que ça passe pas, hein. C'est impossible. Donc, si c'était possible d'entretenir, justement, profiter de ça pour entretenir un peu mieux ce bout de terrain, puisque pour qu'on puisse éventuellement récupérer les ballons beaucoup plus facilement. Merci. C'est l'objet de la délibération. Hein. C'est qu'on puisse intervenir sur ces parcelles. Bon, et en même temps, les orties, c'est vivifiant, ça permet d'avoir un petit coup un petit coup d'aller marquer le but en face, en courant en vitesse grand V. Non, mais blague à part, effectivement, c'est l'objet, en fait. Je pense qu'en entretenant, il y a déjà des ballons dedans. On récupérera les cadavres de ballons au moment de l'entretien. Pas de souci là-dessus, on passe au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc à l'acquisition de ces parcelles? Je vous remercie. Une convention de partenariat maintenant avec la MEL suite à l'appel à projet de Citeo. On l'avait évoqué à l'occasion du budget primitif et notamment des investissements. Vous vous souvenez que nous avions une ligne financée à hauteur de 16 000, presque 17 000 euros pour des poubelles de tri, des poubelles de rue, des poubelles effectivement qui seront installées sur le territoire de la commune en remplacement de celles existantes aujourd'hui. Et donc il s'agit de poubelles de tri hors foyer qui seront installés sur l'ensemble du territoire de la commune, sur des points forcément stratégiques. Donc le coût d'acquisition de ces poubelles de tri hors foyer était de 16 830 euros. En constituant donc cette convention de partenariat avec la métropole européenne de Lille, nous pouvons bénéficier donc d'une subvention à hauteur de ces 16 830 euros et donc faire une opération neutre pour la commune et de bénéficier par la même occasion de cette installation de poubelles de tri hors foyer. Ce qui ne va pas être sans conséquences sur nos équipes. Parce qu'aujourd'hui, nos équipes ramassent des sales poubelles dans les poubelles. Demain, ils vont devoir vérifier effectivement le tri et de doublonner aussi, puisque au lieu d'avoir un bac de ramassage, il y en aura deux. Et mine de rien, c'est de la manutention supplémentaire et surtout un regard aiguisé justement sur le respect de ce tri hors foyer. Mais bon, pas de souci là-dessus. Pour aller chercher ces 16 830 euros. Unanimité, je vous remercie. Une délibération technique, puisque nous travaillons sur une réorganisation assez importante de nos services à l'occasion de ce nouveau mandat et nous avons remarqué donc forcément qu'il y avait nécessité à actualiser le tableau des effectifs. Je vous rappelle que ce tableau des effectifs doit être conforme à la masse salariale et qu'il doit être, juste et justifié en tout cas dans sa formulation. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer, alors je le dis à chaque fois, c'est pas des suppressions de postes, c'est pas des gens qu'on vire, c'est simplement des gens qui sont partis à la retraite, des mutations, des gens qui ont changé de grade, qui ont changé effectivement dans leur évolution de carrière, qui sont passés agents administratifs de deuxième classe et qui sont arrivés agents administratifs de première classe et dont on n'a pas supprimé le poste d'adjoint de deuxième classe, pour vous donner un exemple très concret. C'est donc cette suppression-là qu'on vous propose, donc d'un éducateur territorial principal de première classe des activités physiques et sportives, d'éducateur territorial principal de deuxième classe des activités physiques et sportives à temps complet, d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet, agent de maîtrise à temps complet, 4 postes d'adjoint technique à temps complet, adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, rédacteur principal de deuxième classe à temps complet, rédacteur territorial à temps complet, adjoint administratif à temps non complet. Enfin, il y en a une panel. Je viens de tourner la page et je viens de me rendre compte qu'il en restait 372. Donc, en tout cas, voilà, vous avez l'ensemble des postes qui sont aujourd'hui à désherber, on dirait ça, dans nos bibliothèques, pour permettre d'être au plus juste, en tout cas dans notre tableau des effectifs. Et à contrario, on propose à l'Assemblée donc la création de 2 postes de rédacteur territorial de deuxième classe à temps complet, de 2 postes de rédacteur territorial de première classe à temps complet, un poste de rédacteur territorial à temps complet, un poste d'adjoint technique à temps complet et un poste de gardien brigadier. Là, on sait à qui ça s'adresse, à temps complet. Des remarques là-dessus ? 27. Oui, je vais avoir une intervention, mais une intervention un peu groupée sur cette délibération, puis les 3 suivantes. Alors, je ne sais pas à quel moment vous me donnez la parole. Écoutez, à ce moment-là, on va pas passer les 3. D'accord.
Alors, deuxième délibération, et donc on fera le vote, délibération par délibération, à l'issue des remarques éventuelles des uns et des autres. Création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc il vous est proposé dans le cadre de cette délibération, effectivement, la création d'un emploi non permanent sur des missions d'animation et de communication, dont la délibération vous a été transmise. Donc participer à la mise en œuvre des projets d'animation, des événements, préparer et organiser les moyens humains, techniques, financiers nécessaires, assurer les formalités administratives, rechercher des idées d'activités, de partenariat d'intervenants, assurer l'animation, participer à l'élaboration des supports de communication, affiches, réseaux sociaux, sites internet, protocoles, etc. Et enfin, une dernière délibération qui concerne donc la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. C'est en fait une prolongation d'une mission. Nous avions déjà acté cette prolongation d'un agent qui aujourd'hui est dans le service ressources humaines. Et on vous propose donc de prolonger sa mission jusque le 25 août, non, à compter du 25 août 2026, pour une durée de 3 mois supplémentaires, puisque sa mission devait initialement se terminer, j'imagine, au 25 août ou au 24 août d'ailleurs, ce que nous avions décidé collectivement dans une précédente assemblée. Je vous écoute. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe Oupline vers un autre avenir réaffirme son soutien aux agents de la commune, qui font un travail formidable. Alors, toutes les délibérations concernant les ressources humaines feront l'objet d'un examen attentif de notre part. Ce soir, mon intervention est donc groupée. Elle porte sur les délibérations que j'ai nommées 26, 27, 28, 29. Elles auront peut-être un numéro différent à la fin de ce conseil, avec au préalable un petit retour en arrière. L'année dernière, donc, l'équipe municipale décidait d'engager une démarche d'optimisation de l'organisation et de la sécurisation des processus au sein de la mairie via un cabinet conseil. Cette démarche portait sur une meilleure organisation des services, sur la clarification des rôles et responsabilités de chacun, enfin sur la sécurisation des processus. Madame la directrice générale des services rendait d'ailleurs les conclusions de cet audit en novembre. Et afin d'aboutir, la création d'un emploi non permanent chargé de mission pour la mise en place d'un plan d'amélioration et de sécurisation des processus en matière de ressources humaines était créée dans la foulée. On vient d'évoquer son renouvellement. Ce soir, donc, nous devons voter l'actualisation du tableau des effectifs de la ville. Cette création pour 28 suppressions, si mon compte est bon. Il est précisé que cette délibération a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du CST réuni le 12 mai. Nous devons également voter la création d'un emploi non permanent au service animation dans l'attente de la mise en œuvre du projet de réorganisation des services a priori. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et nous devons voter la prolongation du contrat du chargé de mission pour l'amélioration des processus en matière de ressources humaines. Tout ça, ces travaux engagés pour la réorganisation des services n'étant du coup pas achevés. Enfin, nous devons également voter l'actualisation des modalités d'attribution du RIF 7, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, qui annule et remplace la délibération du 2 mars et des réserves émises par les services préfectoraux, le CST n'ayant pas été consulté en amont au niveau du 2 mars. Du coup, voyez-vous, tout ceci m'inquiète un peu parce que nous allons bien évidemment voter pour l'actualisation du tableau des effectifs, puisqu'il s'agit quand même de ne pas mettre en difficulté les agents qui vont profiter d'une promotion dans ce cadre-là, mais dans le même temps, le chargé de mission n'a pas terminé sa tâche et dans le même temps, on embauchera aujourd'hui un agent contractuel. Voilà, et on sait aussi que la question de la précarité de l'emploi est quelque chose qui nous importe beaucoup pour le groupe Oupline vers un autre avenir. Une question supplémentaire, pourquoi le CST n'avait pas été consulté le 2 mars lors de la délibération d'actualisation des modalités d'application du RIF 7. Monsieur le maire, lors du conseil municipal d'installation le 22 mars, par la voix de ma collègue Nathalie Vaumeris, nous vous demandions un siège au sein du conseil social territorial, car soucieux du bien-être des agents, et cette demande nous a été refusée. Notre présence au CST nous aurait peut-être permis de mieux comprendre aujourd'hui les délibérations qui nous sont présentées, les impératifs actuels concernant la réorganisation, l'actualisation, la prolongation ou encore la suppression de postes de titulaires et la création d'emplois non permanents, qui est de fait, je le disais, moins sécurisant. Donc voilà, comme il s'agit d'hommes et de femmes au service du service public, notre devoir n'est
à mon sens, de ne pas faire preuve de trop de précipitation. C'est un sujet sérieux. Pour ces raisons, monsieur le maire, au-delà de la délibération qui actualise les tarifs municipaux, qui actualise les effectifs municipaux, nous nous abstiendrons sur les autres délibérations. Je vous en prie. Je vous avais, à l'occasion effectivement de la désignation du CST, précisé que la commune ne devait parler qu'une seule voix et qu'il était d'usage que le CST soit représenté uniquement par la majorité municipale, mais que vous auriez l'occasion de vous exprimer sur ces questions, notamment dans nos instances délibératives. C'est ce que vous faites ce soir et vous voyez, vous le faites sans aucun souci. Moi, j'espère en tout cas vous rassurer rapidement sur les questions que vous vous posez. Effectivement, accroissement temporaire d'activité, je pense que c'est suffisamment limpide pour comprendre que nous avons sur une période donnée un besoin spécifique, et c'est ce pourquoi nous vous proposons cette délibération, mais pas un besoin sur la durée. Vous l'avez évoqué, nous sommes en restructuration, on arrive au bout, et j'espère vous rassurer très rapidement d'ailleurs dans les prochaines semaines sur notre nouveau mode de fonctionnement. Une candidature a d'ailleurs été proposée en RH aujourd'hui, une candidature pérenne pour permettre effectivement de renforcer ce qui avait été démontré comme étant une petite faiblesse au sein de notre collectivité, de renforcer ce service des ressources humaines. Candidature a été envoyée. J'espère que nous aurons des belles candidatures et que nous pourrons effectivement accueillir une personne au sein de ces services assez rapidement. Mais en attendant, nous avons besoin de prolonger, et vous le comprenez, la mission qui avait été proposée donc sur ces fonctions RH pour justement faire face au quotidien, et en attendant effectivement d'accueillir un candidat d'ailleurs qui pourrait être celui qui est en poste aujourd'hui, qui pourrait très bien candidater d'aventure s'il le souhaitait, comme c'est le cas des fonctionnaires de la collectivité, ou en tout cas des agents de la collectivité, qu'ils soient titulaires ou non de leur poste. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, on est sur un entre-deux. On n'a pas fait Rome en un jour, on a besoin de encore un peu de temps, c'est pas simple. Il y a eu effectivement les élections municipales entre deux, on sait bien que c'est toujours un moment délicat pour les agents, et on comprend fort bien, un moment où aussi il y a un peu de tension et d'attentisme. Aujourd'hui on avance, on déroule, toujours avec le souci du dialogue au sein du CST. Pourquoi effectivement le RIVZEP n'est pas passé? C'est un oubli, c'est pas une volonté de toute façon, puisqu'on le repasse aujourd'hui, donc il n'y a pas une volonté de cacher quoi que ce soit, je vous rassure là-dessus. On va dire que c'est une erreur technique dans la somme des délibérations, des propositions qui peuvent être faites à longueur d'année, et celle-ci est passée à l'as. Nous avons rectifié le tir en représentant au dernier CST cette proposition d'actualisation du RIVZEP, et on propose aujourd'hui en conseil municipal. Donc on n'a rien à cacher sur le sujet. J'espère très sincèrement qu'on va pouvoir vous rassurer rapidement, en tout cas sur ces questions de RH, parce que ce que vous évoquez, c'est au cœur de nos préoccupations, bien évidemment. Je travaille ici au quotidien avec les agents, et on a tout intérêt que chacun se sente bien dans son poste, dans ses missions, parce que la collectivité s'en porte mieux et parce que la collectivité fonctionne mieux. Donc on n'a aucun intérêt effectivement à vouloir effectivement mettre des bâtons dans les roues ou volontairement. Non, on a le souci d'abord du service public, parce que c'est la mission qui nous anime. Il ne faut pas oublier qu'on soit élu ou agent, nous sommes au service du public. C'est d'abord ça, et qu'il y a une exigence aujourd'hui de nos concitoyens qu'il ne faut pas non plus négliger, une négligence que l'on voit au quotidien sur les réseaux sociaux, sur les courriers qu'on peut recevoir. On reçoit une centaine de courriers par semaine, en tout cas sur des choses diverses et variées, et on se doit d'y répondre. C'est pour ça qu'on est élu, c'est pour ça que effectivement on prend à cœur les missions qui sont les nôtres, mais on ne peut rien faire en tant qu'élu si on n'a pas derrière des services qui sont
opérants et qui sont en ordre de marche et de bon fonctionnement. Voilà, j'espère qu'on fera très prochainement un état des lieux sur ces différents en tout cas recrutements qui vont avoir lieu, et puis et surtout vous rassurer, quoi. Il n'y a pas de loup. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je propose de passer donc au vote donc des 3 délibérations que l'on vient. Alors d'abord sur l'actualisation, on va les faire séparément, comme ça ce sera bien clair sur les votes. L'actualisation du tableau des effectifs, création et suppression de postes, quelles sont celles qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Donc, création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Vous savez, on appelait ça aussi nos agents saisonniers de nos centres de loisirs. C'est aussi des accroissements temporaires d'activité. C'est ce genre de mission aussi qui pourrait être attaché à ce type de création d'emploi. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Ils s'abstiennent. C'est noté. Et la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, et donc c'est la fameuse prolongation de la mission RH. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables à cette délibération, qui s'abstiennent? Très bien, je vous remercie. On arrive donc à la délibération un peu technique de l'actualisation du RIVZEP, qui est un régime indemnitaire qui tient compte des fonctions des suggestions. On en parle souvent au sein de ce conseil municipal. Le RIVZEP, il est en 2 axes. Un axe sur l'indemnité de fonction de suggestion, un axe sur les compléments, ce qu'on appelle le CIA, le complément indemnitaire annuel, et il y a lieu de l'actualiser en fonction effectivement des évolutions des agents de la collectivité, et là notamment l'intégration, et Anne-Claire me coupera si je dis une bêtise, il s'agit donc en plus de cette actualisation, surtout l'intégration donc sur notre filière technique du cadre d'emploi d'ingénieur, et c'est ce pourquoi cette délibération aujourd'hui est passée. Et donc effectivement, et je m'en excuse, et on rectifie le tir aujourd'hui, on aurait dû passer en CST, c'est désormais chose faite. On a eu un avis favorable du CST, et aujourd'hui je propose donc d'émettre un avis favorable également à cette actualisation du RIVZEP pour nous permettre donc d'ajouter à cette filière technique ce grade d'ingénieur. Y a-t-il des questions? Non, pas de remarques, pas de questions. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc à cette actualisation du RIVZEP? Unanimité, je vous remercie. Alors une délibération qui pour le coup là n'est pas égalitaire, mais qui est illégale en ce qui concerne une délibération que nous avions prise en 2024 et qui concerne donc les forfaits que nous octroyons en heures supplémentaires pour l'ensemble de nos agents à l'occasion du cadre des élections politiques, des élections municipales et autres d'ailleurs. Nous avons des agents de la collectivité qui passent quelques heures souvent dans les bureaux de vote, qui permettent justement le bon fonctionnement de ces élections, et vous les retrouvez souvent, notamment à la table de vérification des identités. La délibération qui actait donc sur un forfait identique pour l'ensemble des catégories ABC, enfin B et C en l'occurrence, est illégale, et nous devons donc retirer cette délibération 37/2024 pour le paiement des heures supplémentaires et effectivement réactualiser la délibération, celle qui existait précédemment et qui date de 21. De 2021, et qui spécifiait qu'effectivement les heures supplémentaires étaient calculées en fonction du taux horaire de ces agents catégorie C ou B en l'occurrence, puisque la base d'indemnité forfaitaire pour les agents de catégorie A ne rentre pas en ligne de compte de cette délibération, ils ne sont pas éligibles aux IHTS. Y a-t-il des questions là-dessus? On peut le regretter, c'était égalitaire. On se fait rattraper par la patrouille, c'est comme ça. Pas de remarques là-dessus. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Contraint et forcé. Unanimité, je vous remercie. Là également, à l'échelle de notre commune et à l'échelle de notre CCAS, on vous propose donc
c'est ce que nous avions fait déjà sur les mandats précédents, d'acter la création de ce comité social territorial commun ville et CCAS, d'abord parce que nous travaillons dans le même bâtiment, que nous avons des agents en mutualisation et qu'au sein de ces CST interviennent des représentants des agents qui travaillent à la fois pour la ville, pour le CCAS, mais également, effectivement, tout ça est très poreux, hein, même si, vous le savez, c'est deux établissements distincts. Je vous propose d'acter, de confirmer que ce comité social territorial est commun entre la ville et le CCAS. Nous avions déjà acté les nombres de membres titulaires, etc. C'est la discussion qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes sur le CST. Pas de souci là-dessus sur la mutualisation? Des questions, non? On passe au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité. Je vous remercie. Et si je ne m'abuse, on en arrive à la dernière délibération, c'est bien ça, qui est une proposition de subvention exceptionnelle pour l'association Les Amis de Kirschhunden. Je laisse le soin à M. Bafkop de vous en faire état. Oui, effectivement. Donc, une fois n'est pas coutume, nous allons vous proposer de voter une subvention exceptionnelle de 500 € au profit de l'association Les Amis de Kirschhunden. Alors, quelques petits rappels pour les nouveaux. Donc, les Amis de Kirschhunden est l'association qui gère et organise les différents échanges entre notre ville d'Upplin et la commune de Kirschhunden. Kirschhunden qui est située en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie très exactement, à peu près à 450 km d'ici. Un jumelage qui existe depuis 1989, me semble-t-il. Donc cette association nous a sollicité pour cette subvention pour financer un bus, puisque ce week-end, deux associations de la commune, donc le Tennis Club Upplinois et l'Étoile Club Upplinois, donc des représentants des membres de ces deux associations, se sont donc rendus ce week-end à Kirschhunden. Je pense d'ailleurs, enfin j'ai pas encore eu de compte rendu, mais de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours bien d'ailleurs quand on va en Allemagne chez nos amis allemands de Kirschhunden. Donc ils nous ont sollicité pour une subvention de 500 € parce que les deux associations sont parties en bus. Et je ne vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui, les coûts de bus ne sont plus ce qu'ils étaient, avec aussi l'augmentation du prix de l'essence ou du gasoil en l'occurrence. Voilà, les budgets ne sont plus les mêmes. Donc cette association nous a sollicité. Il nous avait semblé intéressant d'y répondre favorablement, notamment pour continuer à dynamiser ce jumelage, parce que c'est vraiment le but de ce jumelage entre nos deux communes, c'est pouvoir avoir le maximum d'échanges. Là, il y avait l'opportunité d'envoyer deux associations, donc je pense qu'il était intéressant d'accepter cette demande de l'association Les Amis de Kirschhunden. On fait le vote. C'est toi qui le fais. Merci, M. Bafkop. Y a-t-il des questions? Une remarque, M. Tiberghien, oui. On peut voter la subvention avant que je vous remercie quand même. Si c'est pour me remercier, on va le voter tout de suite. Alors. Passons au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, à cette délibération subvention exceptionnelle? Unanimité. Je vous remercie. M. Tiberghien, je vous en prie. Merci. Donc, alors en effet, donc le week-end est passé. Donc, je suis heureux de parler, de faire un petit bilan avec la présence de Philippe Delannoy qui est ici présent et Serge Vannon qui ont été membres actifs de l'association des Amis de Kirschhunden. Philippe a même été initiateur de l'association, donc. Heureux d'en parler devant eux. Alors c'était donc ce week-end. Alors si je ne me trompe pas, ce jumelage dormait un petit peu depuis quelques années pour diverses raisons. Il y avait environ pendant 6-7 ans, il y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu, mais il y a eu quelques échanges, mais c'était, tout du moins au niveau sportif, c'était un petit peu calme plat. Alors je vais vous faire un petit bilan rapide.
Je vois qu'on est tous un peu fatigués, notamment moi. Donc, on est arrivé donc le vendredi soir. Donc les jeunes, alors ça concernait principalement une vingtaine de jeunes de football d'environ 15-16 ans et quelques joueurs de tennis, quelques jeunes du club de tennis. Donc ils sont arrivés le samedi soir, donc ils ont logé dans une auberge. Alors dans des chambres de 8, donc ils ont dormi quand même à 8 par chambre, d'où mon état de fatigue. Donc le samedi matin, donc ils ont fait du mini-golf et du tennis. Le samedi, donc à midi, on est allé manger au complexe sportif, un tournoi s'en est suivi. Et ensuite, bien sûr, le samedi soir, il y a eu la finale de la Champions League, avec donc également un repas au complexe sportif. Le dimanche matin, donc ils sont allés dans un parc qui s'appelle le Panorama Park, hein, vous connaissez forcément, et donc ils ont bénéficié d'un barbecue le dimanche midi. Alors ce que je retiens moi surtout, c'est ce sont les échanges. Alors je vais pas dire la communication. Alors enfin si la communication, mais bon je sais pas trop comment ils ont parlé, puisque quand je leur posais la question, pas énormément de jeunes parlaient l'allemand et peu l'anglais, mais malgré tout, je les voyais ensemble à communiquer, on va dire ça comme ça, quoi. Et donc c'est comme quoi, je pense qu'avec la jeunesse, ça peut repartir, hein, les échanges, on va dire internationaux, puisque bon, c'est quand même l'international. Là. Et donc, c'est vraiment l'image qui va me rester, c'est celle-là, quoi. D'ailleurs, je l'ai un peu mise en photo sur le Facebook du club. C'est vraiment des échanges avec des jeunes de 15-16 ans. Qui, alors, ils n'ont pas forcément toujours une image très positive à cet âge-là, notamment, je le dis quand même, notamment au niveau du football. Hein, on voit autre chose. On a encore vu autre chose samedi soir, d'ailleurs, dans les rues de Paris. Et là, franchement, c'est une belle image. C'est une belle image qu'ils ont envoyée par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie de nous avoir fait confiance, notamment puisque j'ai demandé un accord tacite à M. Le Maire avant de partir, puisque les trésoreries d'associations sont quand même un petit peu exsangues en cette fin d'année, et donc c'est un petit peu la condition, hein, je vous l'avoue, puisque c'était compliqué. Ça reste quand même encore une grosse charge pour les clubs sportifs. Donc je vous remercie d'avoir accepté cette subvention exceptionnelle. Nous arrivons donc, merci M. Tiberghien, nous arrivons donc au bout de ce conseil municipal en ce qui concerne les délibérations. Je crois qu'il y a une question que vous souhaitiez nous poser. Alors nous avons été contactés par les riverains de la rue Denis-Cordonnier concernant la tonte, ou plutôt la non-tonte d'une partie de leur terrain. Alors on aimerait simplement avoir quelques éclaircissements sur cette situation. Oui, on parlait de restructuration, de réorganisation de nos services, ça en fait partie. Hein. Nous mettons en place, d'ailleurs, en tout cas, le directeur des transitions met en place, rendons à César ce qui appartient à César, un certain nombre de plannings de travail, de gestion des entretiens des espaces verts, des espaces publics. Hein. On a, de mémoire, quelques 80 km de voirie, par exemple, on ne se rend pas toujours compte, avec deux agents, c'est pas simple. Je parle avec la campagne incluse, bien évidemment, mais ça reste au moins très important. Et donc aujourd'hui, on travaille sur ce qui doit être nos espaces, en fait, et nous avons découvert qu'un certain nombre d'espaces de la commune n'appartenaient pas à la commune, en fait. Appartenaient à des espaces privés, des anciennes ASL qui n'avaient pas été soldées. Et c'est le cas, en fait, de cet espace rue Cordonnier. Donc nous l'avons de manière très visible, pas entretenue pendant plusieurs semaines, pour faire réagir. On va envoyer un courrier aux riverains pour préciser qu'effectivement ce terrain n'appartenait pas à la commune, et l'ensemble d'ailleurs des parcelles annexes, tout en précisant que bien évidemment on passerait un coup de tonte, pour pas non plus pénaliser l'ensemble de ces riverains, mais ça a permis effectivement de mettre un focus. Et donc aujourd'hui on regarde parcelle par parcelle, et on est en capacité
cité aujourd'hui sur un document qui est extrêmement bien fait, de sectorisation à la fois de la gestion de nos espaces publics verts, en termes de propreté, d'entretien, de fleurissement. Aujourd'hui, nous avons un document à la fois rationnel sur notre capacité à faire ou à ne pas faire, hein, les délais qu'on peut donner aussi aux riverains en termes de propreté de leur quartier, de leur voirie, tout ça est acté. Mais ça nécessite aussi de faire fi des habitudes, en tout cas, hein, et de gérer nos espaces, et uniquement nos espaces, parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec l'évolution nécessaire, hein, aujourd'hui, transition écologique, je vais prendre l'exemple du cimetière, qui est un exemple qui cristallise beaucoup de nos concitoyens, de moins en moins d'ailleurs, et je remercie les services de nos espaces verts, hein, qui maintiennent un cimetière en état de propreté depuis maintenant plusieurs mois. Je les remercie parce que c'est pas simple. Avant, passé au mois de mars, on mettait un coup de produits phytosanitaires, on était tranquille jusqu'à la fin de saison. Aujourd'hui, c'est des passages permanents, c'est une obligation d'être sur le terrain en permanence pour des équipes qui n'ont pas été augmentées parce que les finances de la commune sont ce qu'elles sont et qu'on ne peut pas continuer à je dirais, développer, ou en tout cas, il faut être un peu plus rationnel. Donc on regarde aujourd'hui chaque parcelle et on prévient en amont. Je crois que les riverains de la rue Denis Cordonnier ont dû recevoir leur courrier, qui explique cette situation pour remettre au carré, en fait. Alors, soit par convention de gestion à l'euro symbolique, comme on vient de le faire avec IMO sur des récupérations. Mais c'est assez complexe parce que si je prends la rue Cordonnier, par exemple, les riverains de la rue Cordonnier, dans chaque acte de vente, ils sont propriétaires d'un 52e des parcelles. Donc tout ça a été laissé en arrière. À l'époque, il devait y avoir une ASL, je suppose, une association syndicale qui gérait les parties communes. La ASL a disparu, mais les 52e de parcelles, aujourd'hui, ils n'appartiennent pas à la commune. Et puis on a été surpris aussi de voir une parcelle de 880 mètres carrés qui appartenait à un seul propriétaire. Enfin, en tout cas, c'est une succession. Donc on a quelques sujets là ici à éclaircir, notamment sur ces différents espaces. Alors, il n'y a pas que la rue Denis Cordonnier, il y a d'autres espaces aussi qu'on va devoir effectivement regarder de plus près, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus faire face. Enfin, demain, si on récupère, et on récupérera à un moment ou à un autre, le lotissement Villogia, c'est quasiment 200 maisons, 180 maisons, ce sont des nous qui se trouvent à l'angle de la rue Saint-Exupéry et de la RD. C'est des charges supplémentaires et il faut qu'on arrive effectivement à pouvoir être rationnel sur le sujet et d'anticiper justement ces charges supplémentaires en ne faisant plus ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce que encore une fois, on n'est plus sur l'ère du phytosanitaire, c'était facile, un coup de tonte, un coup de produit et puis c'était réglé. Aujourd'hui, ça demande une gestion beaucoup plus rigoureuse, et c'est tant mieux d'ailleurs, en respect de la biodiversité, de tout ce qui nous entoure, mais le travail n'est plus du tout le même. C'est-à-dire ce qu'on faisait il y a 10, 15, 20 ans, n'est pas de commune mesure avec le travail que l'on fait aujourd'hui sur nos espaces. Donc c'est l'explication que je peux vous donner, en tout cas sur la rue Denis Cordonnier. Oui, Mme Bardel. Merci Monsieur le maire. Je voudrais également rebondir, étant résidente moi-même de la rue Denis Cordonnier. Je confirme donc que nous avons bien reçu un courrier qui nous a bien expliqué les circonstances de cette non-tonte, et juste préciser que le terrain a été tondu mardi passé. Je vous remercie. Alors je précise que je l'ai tondu avant la question du conseil municipal. C'est un engagement d'ailleurs sur le courrier, c'était pour faire réagir, et derrière je m'étais engagé à faire un entretien en tout cas de ces terrains. Voilà. Écoutez, je propose de clore ce conseil municipal. Je vous remercie. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée ? Pas de questions. Vous êtes cuits, c'est comme nous. Je vous souhaite une excellente soirée à vous toutes et tous, et à très bientôt.